Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top de nos attentes pour la nouvelle année. On remet le couvert pour la 3e année consécutive et on perpétue la tradition de l'invité, car aujourd'hui nous accueillons un talentueux collègue avec qui je n'ai jamais encore fait de vidéo, Dex. Ah oui, d'accord. C'est bon. Salut tout le monde. Et oui, je suis payé. Pour ce top, on a chacun fait notre classement et ça a été vraiment difficile parce que l'année 2017, elle s'annonce super riche cinématographiquement parlant, donc il a fallu être sélectif. Nous avons donc retenu 5 sorties chacun qui sont à venir afin de vous en parler. Dex, à toi l'honneur. Numéro 5, Silence. Et c'est typiquement pour ça que je fais rarement ce genre de vidéo parce que qu'est-ce que tu veux que je te donne d'autre comme raison que c'est le nouveau film de Scorsese. On sait tous que Scorsese a apporté au genre du film mafieux sa réalisation virtuose et sa super façon d'amener le destin tragique de ses personnages tout en instaurant un putain de suspense. C'est le réalisateur d'origine italienne le plus américain qui y est en ce moment à Hollywood, et putain là, on parle de Scorsese qui filme le Japon. C'est sûrement le projet qui contraste le plus avec ce qu'il a fait depuis Le Dernier Empereur, et rien que pour ça, j'ai super envie de le voir quoi. Surtout que, putain, il a mis une barbe à Andrew Garfield. Dans ce film, il y a Andrew Garfield avec une barbe. Combien de films peuvent en dire autant? Alors, C'était rhétorique. Ah. J'attends également énormément le nouveau Scorsese, j'en parlais d'ailleurs dans l'édition des attentes de l'année dernière, quand Silence était encore prévu pour fin 2016. Numéro 5, Logan. Parmi tous les films de super-héros qui s'annoncent l'année prochaine, il y en a quelques-uns qui m'intriguent, d'autres que je crains, mais il y en a un que j'attends vraiment. Et ce film, c'est Logan. Le nouveau et dernier Wolverine, réalisé par James Mangold, qui avait réalisé le plutôt réussi Le Combat de l'Immortel en 2013. Le film s'annonce comme un drame, un road trip aux allures de western post-apocalyptique, tout ça avec des mutants. De plus, Logan laissera Wolverine assumer ses penchants les plus bestiaux et les plus violents, car le film sera interdit aux moins de 17 ans, non accompagné d'un adulte aux États-Unis, ce qui est souvent traduit en France par un moins de 12 ans, comme Deadpool. Et puis c'est vrai, il y a X-23, une petite gamine de 11 ans qui déchire des méchants, ça c'est génial. On avait vu ça dans Kick-Ass avec Hit Girl, mais on était dans un côté beaucoup plus décalé, là on est dans un truc beaucoup plus dramatique, et ça risque d'être assez jouissif. La bande-annonce était déjà extrêmement émouvante avec un Hugh Jackman et un Patrick Stewart qui interprètent des héros fatigués, déchus et sans doute en fin de vie. Plus qu'un gros mois à attendre, j'ai hâte. Alors c'est sûr que ça promet, mais depuis ce qu'a fait Marvel au genre super-héroïque avec ce formatage complètement abusé, et même si DC Comics a quand même essayé de rehausser un peu le niveau et de contraster avec son univers super dark, que je sais que t'apprécies d'ailleurs, j'arrive plus à attendre un film de super-héros en fait. J'y arrive simplement plus. Ce qui d'un autre côté est peut-être une bonne chose, parce que du coup je suis dans la position optimale pour avoir une bonne surprise. Numéro 4, Baby Driver. Que sait-on de ce Baby Driver? Eh bien pas grand chose, on sait que ça racontera l'histoire d'un chauffeur spécialisé braqueur. Et comme ça on peut se dire qu'il s'agit d'une comédie américaine assez basique, un peu beauf, mais au-delà du casting très sympa composé d'Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx ou encore John Bernthal, eh ben c'est le putain de retour d'Edgar Wright. Bah ouais, c'est en février d'Ant-Man, Edgar Wright n'a pas fait de film depuis 2013. Alors on n'a pas grand chose sur ce film, on a un petit synopsis et une première photo officielle, mais découvrir un film d'Edgar Wright sur grand écran me rend tout jouasse. C'est annoncé pour fin août, et j'ai particulièrement hâte. Donc Edgar Wright sans Simon Pegg, je suis pas sûr d'être prêt à le voir avec quelqu'un d'autre. Non mais à part ça... Quoi? Bah t'es pas jouasse? Si, pourquoi? Numéro 4, A Cure for Life. Alors depuis que j'ai dit que j'attendais ce film, tout le monde se fout de ma gueule en me disant que c'est Shutter Island avec des imberbes. Et moi j'ai confiance. En fait, j'ai vraiment confiance en la possibilité qu'a Gore Verbinski de faire un putain de film horrifique. Je veux dire, j'ai vu la bande-annonce, je l'ai adoré, ça a l'air virtuose, il y a l'air d'avoir un vrai travail sur l'atmosphère, et puis une vraie volonté d'amener l'horreur vers quelque chose de très esthétique, de presque contemplatif, et quand on voit toutes les merdes qui nous sortent habituellement, ça fait vraiment plaisir d'avoir un projet qui contraste avec ça. Donc arrêtons de faire des plans sur la comète en disant que ça va être un Shutter Island bis. On n'en sait rien, mais en tout cas, voir le réalisateur de Pirates des Caraïbes faire un film d'horreur, et quand on voit ce que la bande-annonce propose, bon après une bande-annonce, bien évidemment ça ne reste qu'une publicité de 2 minutes, mais cette pub a super bien marché sur moi, donc je suis vraiment impatient de découvrir le projet en salle. J'apprécie assez le cinéma de Gore Verbinski, aussi le voir revenir à un projet horrifique et surtout original me fait très plaisir. Le film a l'air beau et je suis déjà vendu à son acteur principal, Dan Dian.
J'irai voir ça avec pas mal de curiosité. Numéro 3, Trainspotting 2. Et là, c'est pareil qu'avec Silence, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, t'as Danny Boyle aux manettes, et sa réalisation, elle m'a jamais paru aussi pleine d'envie de cinéma et jusqu'au boutiste que dans le premier Trainspotting, et t'as tous les acteurs originaux qui reviennent. Ça a l'air ouf, je veux dire, j'ai rien de plus à dire. Même si le coup de la nécromancie cinématographique, ça peut faire douter. Surtout que c'est un peu trop à la mode chez les studios dernièrement. À voir. Évidemment, faire la suite d'un film culte 20 ans plus tard, ça peut faire peur. Mais j'ai plutôt une grande confiance en Danny Boyle, car s'il n'a pas réalisé que des chefs-d'œuvre, il a toujours su rendre sa mise en scène ou son film intéressant. Pour cette suite de Trainspotting, Boyle semble avoir adopté le bon angle pour ne pas faire redite et créer une vraie suite conservant l'esprit du premier tout en étant fraîche. Pas évident, hein, mais j'y crois. Numéro 3, Le Redoutable. Mais qu'est-ce que c'est que ce film, me direz-vous? Eh bien, c'est le nouveau film de Michel Hazanavicius. Mais évidemment que vous connaissez Michel Hazanavicius. Hazanavicius, c'est le meilleur réalisateur français de sa génération, c'est le génial réalisateur des mythiques parodies OSS 117, mais également du très acclamé, surtout aux US, The Artist. Après une sorte de film de guerre un peu intimiste en 2014, The Search, Hazanavicius revient avec un biopic de Jean-Luc Godard. Alors biopic, je l'admets, est un bien grand mot, car on se centre surtout sur une partie de sa vie, celle où la chinoise donc de Godard sort et qu'il est très mal accueilli par les critiques. J'aime les films qui parlent de cinéma quand ils le font bien, et je ne doute qu'un passionné comme Michel Hazanavicius, qui est de surcroît cinéaste cinéphile, le fera brillamment. Le choix de Louis Garrel pour interpréter Jean-Luc Godard est un coup de génie qui, espérons-le, apportera un peu de décalage fort bienvenu. Maintenant, j'attends la bande-annonce pour avoir au moins idée du ton qu'aura le film, plutôt drame ou comédie. Alors pour le coup, ce que tu me dis, ça m'intrigue. Franchement, à voir. Voir le créateur de Hubert, bonisseur de la batte, filmer Godard, je pense que le mélange des genres peut être assez intéressant, ouais. J'aime me beurrer la biscotte. Numéro 2, La La Land. T'as le réalisateur de Whiplash, t'as Emma Stone, t'as Ryan Gosling, t'as Los Angeles, qui est quand même une putain de ville à filmer. Et puis t'as une envie de rendre hommage aux comédies musicales des années 50 et 60 au milieu d'un système hollywoodien qui ne pense plus à faire des bons films, mais à faire des films rentables. Je veux dire, t'as une bande-annonce qui promet une réalisation jusqu'au boutiste dans sa démarche et qui te crie au visage « liberté artistique ». Et puis juste après, t'as un Golden Globe du meilleur film. Mais je suis complètement surexcité, je veux dire, rien que d'y penser. Quand on a des gens aussi talentueux qui ont juste qu'une seule envie, c'est de retourner à l'essence même du cinéma qui est faire rêver son audience et faire ce qu'on a envie de faire. Mais putain, mais c'est merveilleux, j'espère que je vais chialer comme une merde devant la beauté d'un cinéma qu'on commence à perdre petit à petit avec le formatage insupportable qu'on nous impose et que putain ça va être magnifique. J'ai envie de voir La La Land, j'en ai envie jusqu'au plus profond de moi-même. Pardon, excusez-moi. Je suis également à fond derrière ce La La Land. Je faisais partie de ceux qui disaient que Whiplash c'était pas extraordinaire, mais quand même bien cool, avec un vrai potentiel de réalisateur pour Damien Chazelle. L'année dernière, il était crédité au scénario de l'excellente Anne Cloverfield Lane, et là il repasse derrière la caméra pour cette comédie musicale qui est habituellement un genre qui ne m'intéresse pas trop, mais les bandes annonces promettent un film visuellement magnifique, et il y a Emma Stone. Ah putain, il y a Emma Stone. Emma Stone, putain! Numéro 2, The Death and Life of John F. Donovan. Ah, tiens, encore un film qui parle de cinéma. Ici on suivra une star hollywoodienne, mais j'avoue que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus dans ce projet. Après avoir réalisé mon film préféré de 2016, Juste la fin du monde, Xavier Dolan s'en va à Hollywood pour réaliser un film avec la formidable Jessica Chastain et le moins formidable, mais ça va, Kit Harington. Et puis de toute façon, Dolan est un maître en termes de direction d'acteur. Le thème a l'air moins intimiste que ceux de ses précédents films, et comme Juste la fin du monde a apporté une vraie évolution à son cinéma, espérons qu'il en sera de même pour The Death and Life of John F. Donovan. Et bah pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. J'avais vraiment aimé Juste la fin du monde, et du coup forcément je suis très curieux de voir ce que va devenir le cinéma Xavier Dolan et quel niveau de maturité cinématographique il va atteindre. Surtout que maintenant, il a l'air de vouloir se concentrer sur des castings plutôt américains. Donc vraiment à voir. Xavier, on croit en toi. Numéro 1 de mes attentes cinéma pour 2017, The Killing of a Sacred Deer. Et là, ça va être plus difficile de faire le malin avec des grands mots parce que pour l'instant, ce film, c'est uniquement un résumé et un nom.
Yorgos Lanthimos, qui est un réalisateur de cinéma d'auteur grec super chelou, qui nous pond parfois quelques très bons films, comme par exemple Canine, et qui parfois, quand l'envie lui en prend, nous pond des chefs-d'œuvre atomiques de l'histoire de l'humanité, comme The Lobster par exemple. Et on a ce mec, avec son regard si particulier dans le cinéma, même d'auteur contemporain, qui nous annonce qu'il va adapter une tragédie antique d'Euripide et qui va la transposer dans l'Amérique des années 30. Je veux dire, pour un fan de Lanthimos comme moi, on est au-delà de l'attente, on est au-delà de l'excitation. Je veux dire, j'ai déjà joui alors que j'ai même pas vu une seule image du film. Je veux dire, il n'y a même pas d'affiche, quoi. Donc, je reste emprisonné dans mes attentes, et à part rêver, j'ai plus rien à faire. J'essaye de me renseigner le moins possible, j'ai vu 2 films de Lanthimos, à savoir Canine et The Lobster, dont les visionnages se sont révélés intéressants, intrigants, insupportables parfois, et parfois très prenants. Donc j'attends forcément ce film comme une expérience de cinéma, et j'ai plutôt confiance en le réalisateur grec, qui saura nous offrir un moment de ciné peu conventionnel et surprenant. Bah, tu vas où? C'est pas fini. Pardon, désolé, excuse-moi. Je t'en prie. Numéro 1. The Shape of Water. Le nouveau film du grand Guillermo del Toro après Crimson Peak, qui était mon film préféré de 2015, s'annonce magnifique. Il contera une histoire d'amour entre une humaine et un monstre, un amphibien campé par le formidable Doug Jones pendant la guerre froide. Del Toro a toujours aimé inscrire ses films, même fantastiques, dans un contexte historique. La guerre civile espagnole, le régime franquiste, la seconde guerre mondiale, et ici, la guerre froide. Ajouté à cela une romance et des créatures fantastiques, le film s'annonce déjà très Del Toresque, et j'ai hâte de voir ce que va donner Michael Shannon devant la caméra du réalisateur mexicain. Il est aussi amusant de voir l'acteur fidèle à Del Toro, Doug Jones, recamper un amphibien après son rôle dans Hellboy. J'ai extrêmement hâte de voir The Shape of Water, la promesse d'un cinéma fantastique poétique, beau et profondément sincère comme la plupart des films du grand Del Toro. Écoute, oui, pourquoi pas. Je suis pas extrêmement fan de Del Toro, désolé, mais quand tu me dis un Belle et la Bête à la sauce Del Toro pendant la guerre froide, au moins ça va avoir une vraie identité. Et comme je suis contre le formatage du système hollywoodien et les films de plus en plus insipides qui nous balancent, bah le projet ne peut être qu'une bonne nouvelle. Le film devrait sortir en tout cas pour la fin de l'année, vivement. Sur ce, on espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo, ça nous ferait très plaisir, à laisser un commentaire, je répondrai volontiers. Évidemment, je vous laisse ici la chaîne de Dex et le cinéma, allez checker, c'est du très bon boulot, et c'est un jeune homme fort intéressant. Vous pouvez également jeter un œil à nos bilans cinématographiques de l'année 2016, à la prochaine tout le monde, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Salut tout le monde! Voilà 3 années d'affilée que je suis réduit à des caméos ridicules dans ses vidéos. Ça suffit. L'année prochaine, je m'incruste sur sa chaîne pour de bon. L'année prochaine, il fera son duo avec moi, qu'il le veuille ou non. Prends garde, Léopold. Prends garde, car je serai préparé, et on fera cette vidéo ensemble.